Bonjour à tous, bonjour Twitch, bonjour YouTube dans le futur. Bonjour Estelle, rebonjour. Eh ben, bonjour aux spectateurs de Twitch, de YouTube dans le futur et puis bonjour à toi. Pour ceux qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Donc je suis autrice, pour, adultes, young adultes et puis aussi jeunesse et j'écris dans les genres de l'imaginaire, pas mal de genres de l'imaginaire, donc fantasy, post-apo. Pour vous. Donc, on va avoir quelques questions, enfin quelqu'un bon nombre. N'hésitez pas à en poser dans le chat. On pourra y les poser du coup à Estelle et qui pourra y répondre. Question très sympathique, pourquoi écris-tu? En fait, j'ai toujours eu des histoires dans la tête, depuis que je suis toute petite et quelque part elles veulent sortir. Donc voilà, c'est au départ, je me voyais pas forcément les écrire. Donc j'ai commencé en montant des petites pièces de théâtre avec des amis, en faisant du jeu de rôle et puis, bah, un peu par hasard, c'est l'écriture et l'écriture de romans qui a pris le dessus. Suite à une rencontre avec un éditeur, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, bientôt 15, qui m'a fait écrire mon premier roman, qui est sorti en deuxième et qui s'appelait Porcelaine et puis tout s'est un peu enchaîné, en fait. Et maintenant, c'est mon seul métier depuis à peu près 7 ans, donc Je vais baisser un tout petit peu le son. On va faire des petits réglages comme ça au fur et à mesure. Hem, OK, ben, c'est oui, tu as écrit, moi j'ai vu que tu avais écrit plus de 19 romans, heu, oui, si on compte les petits, les gros, je dois être à peu près à une vingtaine. à une vingtaine et puis, tu as eu aussi, beaucoup de prix pour, tes romans. Donc, on peut dire que tu es une autrice bien reconnue, dans le milieu de l'imaginaire. Bah, Hem, j'ai oui, pardon. j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, d'être vraiment bien entourée, bien conseillée aussi. Et notamment de rencontrer des auteurs, plus avancés que moi, donc comme aussi Lionel Davost avec qui on fait Procrastination. Bonjour Lionel. Voilà, qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont conseillée, comme Xavier Dolo qui est libraire et auteur et maintenant encore quand j'ai besoin d'un conseil, je sais que je peux toujours lui demander. Il est éditeur aussi, pour Archile. Voilà et je sais que même si je travaille pas avec lui comme autrice, c'est toujours quelqu'un qui peut être de bons conseils et voilà et j'ai un super bêta-lecteur, Jérôme Accouche qui est aussi auteur, lisez-le et qui m'aide et me soutient et d'une manière générale, j'ai un entourage qui me soutient beaucoup et ça, c'est cool. Procrastination, très bon, podcast demeurant, on vous conseille. Merci. Je me demandais donc toi tu as d'abord fait une carrière, plutôt orientée vers le théâtre. Quel impact a eu ta formation théâtrale, sur ton écriture? En fait, la première fois donc que j'ai travaillé avec Xavier Mauméjean, qui a été mon premier éditeur, je lui ai envoyé un synopsis pour le roman Mmh. et il a trouvé très bien, mais je sortais d'école de scénario, donc j'allais faire du synopsis et après il m'a demandé des premiers chapitres et grosso modo, il les a trouvés très mauvais et donc là, je me dis: «Bah, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont mauvais?» Et en fait, c'est que j'écrivais comme une scénariste, c'est-à-dire c'était très sec. Parce que quand on écrit du scénario, on laisse la place pour qu'il y ait l'interprétation des acteurs, pour qu'il y ait le film, l'image, la musique, la temporalité que va donner le montage, tout ce genre de choses. Et ça, en fait, il fallait que moi je le fasse exister avec mes mots dans le roman. Et ce que j'aimais beaucoup avec, Xavier quand il était éditeur, donc Xavier Mauméjean, c'est qu'il a lancé beaucoup de jeunes autrices, de jeunes auteurs, dont certains sont plus du tout des petits jeunes aujourd'hui et surtout il s'adaptait à chacun d'entre eux. Et on a parlé justement de mon parcours de théâtre et de comment moi au théâtre, c'est vraiment ce que j'ai appris à San Francisco qui a un peu, fait ce que j'étais. C'est-à-dire tout ce qui est la méthode Stanislavski, de se mettre dans la peau d'un personnage pour pouvoir le jouer et il m'a dit: «Écris tes personnages comme si tu allais les jouer» et donc vraiment, je me suis mis au maximum dans leur carcasse, en essayant de me dire d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ressentent, comment je vois le monde à travers leurs yeux et en fait, c'est ça que j'ai écrit et ça, c'est vraiment la grosse influence que le théâtre a eue sur mon écriture. En fait, tu t'es mise à incarner tes personnages, à Oui, vivre, voilà, c'est vraiment ça et c'est j'essaye d'en savoir un maximum sur eux avant même de commencer l'écriture. J'essaye d'aller aussi maintenant au maximum dans les lieux où se passent mes livres quand ils se passent dans le monde réel. Donc, bah, par exemple, j'ai voyagé en Grèce et puis la dernière Amazon, ça se passe en Grèce. Là, je suis en train d'écrire de terminer, il faut que je termine, un grand roman maritime, ouais, il faut vraiment que je termine, qui se passe notamment sur 3 océans et par exemple, je suis vraiment allée voir l'océan Indien et l'île de la Réunion pour ce livre, parce qu'il y a une partie qui se passe là-bas.
D'accord. Et il y a des choses en fait, enfin je me documente beaucoup avec des livres papier, avec internet, en posant des questions à des gens qui s'y connaissent mieux que moi aussi, mais aller sur place, sentir vraiment les atmosphères, les ambiances. Mine de rien, constater comment une histoire, une culture vit sur place aussi, ça c'est quelque chose de super précieux pour moi, hein. C'est ma méthode, après elle est pas universelle, mais pour le coup, c'est important pour moi et j'ai l'impression que cas tous les avis de lecteurs que j'ai et tout, ils le ressentent vraiment en fait, ce côté très concret des choses que j'essaye de transmettre dans mon écriture. Après, en même temps, ce sera toujours différent de voir, sur une page de papier des images et que de vivre, enfin, on a tous les sens qui sont en éveil quand on est sur place, quoi. Bah, c'est ça et par exemple, bah, là pour, l'océan Indien quand je suis allée le voir, donc c'était l'été chez nous, l'hiver là-bas, l'hiver austral. C'était donc, dans l'autre hémisphère et en fait, c'est très bête, mais il y a quelque chose, j'avais sans doute lu dessus dans des livres, mais ça m'avait pas marqué. C'est comment le crépuscule tombe hyper vite à La Réunion. Mmh. C'est-à-dire grosso modo à 17:46 le soleil se couchait, à même pas 18:00 il faisait nuit. C'était très, très brusque, très, très rapide et ça par exemple, j'avais des crépuscules dans mes livres, mais j'avais pas ça en fait. C'est aussi le décalage que ça fait pour, bah, donc quelqu'un qui vient de Paris comme moi ou j'ai un de mes personnages qui vient de Bretagne et qui se retrouve donc à Asquelin-Bourbon à l'époque, comme c'est une histoire au 18e et ce décalage d'avoir des journées aussi courtes, celles que nous on a l'habitude d'avoir en hiver, quand il fait froid et de les avoir dans un pays au bord d'un océan où il fait 26 degrés. Et mine de rien, c'est un côté perturbant quand on expérimente ça et bien sûr, je savais que là-bas, il faisait pas froid et je savais que la nuit se couchait tôt et tout. Mais de l'expérimenter, ça m'a permis vraiment de me dire: «Comment mon personnage arrive là-bas, il va expérimenter ça lui aussi» et donc de voir au travers de ses yeux à lui, justement, et puis bonus, le premier jour, je me suis fait absolument dévorer par les moustiques parce que j'avais pas trop mis d'anti-moustiques et donc mon personnage se fait dévorer par les moustiques dans le roman parce qu'en plus il est roux et tout donc voilà, il a une peau super claire, il attire tous les moustiques à peu près de l'île, et mine de rien, c'est des petits trucs concrets, mais c'est des petits trucs concrets auxquels on pense pas forcément avant d'aller sur place, quoi. Bah, c'est super intéressant, ouais. Si, ce serait franchement, ça doit être, enfin, ça doit être tellement bien de faire des voyages, et de pouvoir après les faire partager dans les livres. Mais, Bah, c'est une en fait, c'est un double mouvement, c'est-à-dire que d'abord quand je pense à mon livre, par moments je pars d'endroits où je suis déjà allée, par exemple la Grèce, j'y étais déjà allée et j'avais vraiment envie de partager ça et par moments, j'ai envie de mettre des histoires dans certains endroits où elles ont envie, elles, d'aller là et là, je me dis: «J'y vais exprès pour ça» et je prépare mon voyage aussi en fonction de ce que je veux mettre dans le livre et ça fait une sorte de guide de voyage, qui m'amène à voir des trucs assez originaux et avec en plus, bah, des gens à qui j'en parle en amont qui m'aiguillent sur des trucs assez originaux, c'est cool. je propose qu'on commence, qu'on parle, de la dernière Amazon. Donc, Avec grand plaisir. la dernière Amazon, on suit l'histoire de Lysia, qui est une jeune Athénienne, une miséreuse du Pirée et qui gagne plus ou moins légalement sa croûte, jusqu'à ce que sa vie soit complètement bouleversée du jour au lendemain. On peut résumer ça comme ça. Oui. Hem, on a un très beau roman qui est juste là, mais ma luminosité étant très mauvaise, de toute façon vous l'avez, regardez il brille. Vous l'avez en sur l'écran. Il y a des cartes aussi à l'intérieur, qui sont très jolies. Est-ce que, la dernière Amazon, c'est un peu on pourrait dire que c'est un peu ton odyssée, l'épopée, Ah bah, de toute manière, j'avais vraiment envie, d'écrire sur, la Grèce antique et la mythologie grecque depuis super longtemps. Parce que j'ai eu la chance, déjà quand j'étais toute petite, donc mes parents m'ont amenée d'abord sur l'île de Rhodes, qui est aussi là dans le livre et ça m'avait beaucoup marquée et surtout la manière dont on voyageait, c'est chaque fois qu'ils nous amenaient quelque part, mon petit frère et moi, ils nous faisaient lire les contes et les légendes des endroits où on voyageait et la littérature des endroits où on voyageait quand on a été un peu plus grand et tout. Enfin, surtout moi parce que mon frère est un tout petit lecteur. Il est super gentil, il fait très bien la cuisine et il lit très peu de livres. Voilà. Mais je fais très mal la cuisine. Et donc vraiment, j'avais découvert toute cette mythologie et puis j'ai grandi à une époque aussi où il y avait moins de littérature ado, où il y avait beaucoup moins d'héroïnes fortes dans les livres, dans les films et cetera. Donc à la fois, j'adorais toutes les histoires de mythologie, mais souvent c'était que des héros masculins qui les menaient
et en même temps, bah, grâce aux mythes et légendes que me faisait lire ma mère, bah, je trouvais quand même des personnages féminins dans les mythes et légendes, mais qui étaient pas forcément au centre des grands voyages ou des grandes histoires d'aventure et notamment forcément, bah, voilà, enfin, j'étais petite, je suis allée en Grèce, forcément, je suis devenue fan d'Athéna parce que voilà, ça me parlait et donc j'avais aussi envie de parler de ça et j'ai toujours aimé les histoires de voyage et d'aventure, mais elles me semblaient tellement réservées aux mecs, en fait et Ah, clairement, c'est ça que j'ai voulu faire aussi avec les dernières Amazon, c'est de dire: «Mais pourquoi après tout une femme?» Même un groupe de femmes puisque finalement elle va trouver toute une bande d'aventurières, qui vont la suivre sur sa route. Pourquoi elles aussi, elles auraient pas le droit à faire des grands voyages et des aventures, en fait? Et c'est un peu de là que le livre est parti. on a une question, dans le chat d'une personne vachement loin puisque c'est Flavien. Pourquoi on peut trouver des couvertures bleues et d'autres violettes sur le livre? Alors je ne sais pas du tout parce que ça, c'est une histoire de fabrication et que c'est tellement pas mon domaine. D'accord. Non, Non, mais c'était après, pas je sais que volontaire. je pense pas. Après ça, c'est vraiment Rajo qu'il faudrait poser la question. Non, bah, si tu pas la Voilà, mais réponse, y a pas de souci, hein. voilà, mais non, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de couvertures cartonnées qui arrivent en France avec vraiment des effets justement, là, il y a des effets de métal un peu vieillis et tout qui sont super jolis sur la couverture, mais ça doit être un truc qui est super chaud à maîtriser, donc il y a peut-être des petites différences selon les impressions, voilà, parce que c'est vrai que, ouais, il y a pas mal d'effets sur cette couve Oui. et donc je me doute que ça doit être, Bah, il y a des effets, de vernis, de la texture aussi, voilà, donc il y a du vernis sélectif, c'est du cartonné, enfin, il y a plein de trucs à gérer dessus, donc je pense si au fil des impressions, il y en a qui sont sorties un peu plus bleues et un peu plus violettes, c'est juste que ça doit être un petit peu chaud à calibrer, je pense. donc revenons sur l'intérieur du roman. Dans ce roman, on rencontre beaucoup de figures, de créatures, de la mythologie, des monstres aussi, parce que c'est bien les monstres. Et Qui j'adore les quel monstres. quel était ton but? Pourquoi est-ce que tu as choisi, tous ces personnages? Bah, parce que c'était le truc aussi qui me faisait super envie, c'était de jouer avec ces figures de la mythologie et ce qui est génial dans les grands mythes, c'est que finalement, il y a plein d'interprétations, il y a plein de versions et quand on les reprend, quand on invente une histoire avec, on s'inscrit tout au bout d'une longue, longue ligne, de conteurs et puis d'Aède, là, comme on est en Grèce. Heu et nous, on amène, notre petite voix et qu'est-ce que nous, on va dire et clairement, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais envie d'aller du côté des femmes de la mythologie, mais de leur redonner une place de premier plan qu'elles ont pas forcément dans les récits antiques et une place où, en tout cas, elles dépassent un statut de simplement, victime, victime objet, voilà, enfin, victime qui souffre, et voire accusée de tous les maux de la terre et victime aussi, quoi. En gros, qui sont quand même les rôles, traditionnels, donc les femmes dans ces univers Les déstéréotypés, en fait. et surtout montrer qu'elles se réduisent pas à ça, qu'elles se réduisent pas à une tragédie. Qu'elles ont même déjà dans la mythologie, de base, je veux dire même dans les sources un peu anciennes, elles ont déjà des multiples facettes, mais juste on les a oubliées et par exemple, ben, Hélène de Troie, on s'en souvient essentiellement parce que, ah bah, oups, elle a déclenché une guerre. Ah là là, déjà c'est pas elle qui l'a déclenchée, elle a vraiment été prise, dans un jeu cruel entre les dieux et les hommes, de son époque et surtout Hélène, c'est, oui, une femme qui, dès son enfance en fait, donc devient un enjeu à cause de cette beauté réelle ou fantasmée. C'est peut-être aussi juste quelque chose qu'on lui prête. C'est qu'est-ce que c'est finalement cette beauté incroyable et par moments quand on voit des portraits des femmes de l'histoire, on se dit: «Waouh, elles étaient tellement belles qu'elles ont renversé des empires». C'est oui, elles sont peut-être juste inscrites dans une époque, mais il y a pas un standard de beauté tellement évident que forcément ça va c'est aussi peut-être la manière dont on les voyait, ce que les hommes ont mis dessus et vraiment Hélène, elle est devenue ça, ce prix, alors qu'elle a beaucoup d'autres choses à défendre et c'est un peu ces autres choses aussi que j'ai voulu ramener en avant dans le livre et un des trucs super intéressants aussi avec ce personnage, c'est qu'il y a pas une seule fin possible à Hélène, en fait. Il y a plusieurs versions de comment elle a fini, il y en a aucune, dans tout ce que j'ai cherché qui fait autorité et donc au milieu de tout ça, quelle fin on pouvait aussi, voilà, quelle fin ou quelle suite plutôt on pouvait donner à l'histoire d'Hélène qui ne s'arrête pas avec la guerre de Troie, en fait.
Hélène, elle meurt pas forcément à la guerre de Troie. Ah Et c'est simplement ensuite on s'en désintéresse. la guerre de Troie, c'est juste la guerre de Troie qui s'arrête, mais en soi, à part, quelques héros dont on connaît la suite du destin, la plupart ils sont pas forcément développés, enfin pas d à raison, oui pas d'autorité, il y a pas de récit d'autorité dans leur Ah, développement. en tout il y en a, on sait un peu plus ce qu'ils deviennent après, il y en a, on le sait moins, mais c'est l'idée que enfin ça s'arrête là pour tout le monde sauf pour Ulysse, quoi. Heu et voilà, pas forcément et maintenant, oui, c'est vrai qu'on a souvent une version de la mythologie qu'on a appris au collège et qui est super cool, mais bon, c'est au collège, on n'a pas le temps de faire des gros développements non plus, quoi. Donc de creuser un peu plus loin, de voir un peu plus loin ce que je voilà aussi, ce que moi je pouvais dire là-dessus en me mettant justement du côté des sacrifiés de la mythologie, du côté des monstres et de voir ce que ces sacrifiés, ces monstres avaient à nous dire et avaient à nous dire aussi sur l'humanité et d'en faire cette fois les héroïnes vraiment, de l'histoire et c'était ça qui m'a plu. Alors, ensuite on a une question d'Instagram. C'était, quelqu'un qui demandait: «Athéna, Héra ou Aphrodite?» Bon, bah, je crois que j'ai déjà un peu Oui. répondu, hein, Athéna bien sûr. Voilà. Et donc moi justement je voulais rebondir sur les dieux en général et le voyage. Comment est-ce que tu as travaillé, ces figures divines? Comment tu les as abordées dans ton processus d'écriture? À la fois en cherchant alors, il y a deux trois choses que pareil, je voyais pas beaucoup dans des réécritures plus classiques. Moi, m'intéresse beaucoup, déjà que c'est une histoire qui se limite pas à la Grèce et qui se limite pas forcément à l'Europe. Parce qu'en fait, les mythologies grecques, elles vivent dans tout un ensemble autour de la Méditerranée et même plus loin. Et par exemple, il y a des dieux du panthéon grec, notamment, et je vous laisse découvrir, mais il y a des dieux qui vont passer en Perse, ou il y a des dieux qui viennent d'Orient et qui vont passer dans le panthéon grec. Donc il y a beaucoup plus d'échanges en fait. Et souvent, oui, enfin, quand on dit voilà, l'époque gréco-romaine, on pense l'Empire romain, la Grèce, et puis ensuite tout ce que ça a donné au Moyen Âge, à la Renaissance surtout. Et donc quelque chose qui est souvent très limité à l'Europe, alors que pas du tout en fait. Et par exemple, bah, il y a le temple de Méduse, mais en fait, le temple de Méduse, il se situe en Afrique du Nord. Et il se situe pas forcément en Grèce, donc la Grèce qu'on a aujourd'hui, quoi. Et de toute manière, même, il y a eu des cités grecques qui se sont étendues bien au-delà de ce qui est actuellement la Grèce, en fait, et bien au-delà de l'Europe. Donc de donner déjà une vision beaucoup plus large géographiquement et avec, là pour le coup, c'était ma manière de faire entrer ça dans le livre, des dieux qui peuvent évoluer, voire même changer de forme selon l'endroit où ils se trouvent. Et puis aussi, bah, revenir alors quand même pas éluder la cruauté vraiment aussi de la mythologie grecque parce qu'il y a des dieux qui sont évidemment cruels et inhumains, donc ça je voulais pas du tout l'éluder pardon. Et aussi chercher pour les représentations des dieux, de revenir à des choses un peu plus anciennes que les dernières représentations qu'on a par exemple dans les films hollywoodiens. Ou notamment si on prend certains des derniers films hollywoodiens à base de mythologie grecque, c'est génial. C'est un monde merveilleux où tous les Grecs et les dieux grecs en gros, sont pas les blonds châtain clair, avec essentiellement des têtes d'acteurs, donc irlandais notamment. Ce qui correspond pas forcément, À la réalité. voilà, à la réalité. Et en même temps, on a appris à considérer ça comme la réalité, quoi. Donc voilà, pareil, de revenir à, bah, par exemple, à des représentations de déesses ou de dieux un peu plus anciennes que pareil, je vous laisse découvrir, même pour certains qui interviennent, très, très peu dans le récit. Et Mais ça voilà se donc sent. Enfin, on le sent tout de suite dans le récit, et c'est très bien amené parce que enfin moi j'ai lu le livre en mode «analyse» entre guillemets parce que je savais que j'avais un interview après. Mais c'est très fluide, et tu amènes les informations très facilement, pour revenir aux origines des mythes. en tout cas, c'était ça aussi qui m'intéressait et de voilà, de pas simplement avoir la réinterprétation, de réinterprétation, de réinterprétation et moi de coller ma réinterprétation dessus, mais plutôt de me dire dans toutes les versions qu'on a, notamment les plus anciennes, sur quoi je vais me baser pour construire mon histoire. Et aussi, mine de rien, bah, des petites choses, mais partir par exemple ce qui maintenant commence à être vraiment connu de la Grèce telle qu'elle était. Et par exemple, ça commence à Athènes, mais Athènes, c'est pas une cité blanche, c'est une cité colorée. C'est une cité où Oui. les statues sont peintes. C'est une cité où les gens sont habillés en couleur.
Et ça, par exemple, c'est pas l'image classique qu'on a parce qu'on s'est beaucoup basé et encore dans l'imaginaire collectif, on reste, bah, dans les films hollywoodiens donc par exemple, même s'il y a des trucs très bien dedans, mais sur une image qu'on s'est un peu faite, à la Renaissance quand il y a des poètes et des littéraires, et j'adore les littéraires, j'en suis une, hein, mais qui vont découvrir des ruines en marbre et qui vont se dire: «Waouh, ça c'était des temples en marbre blanc». Non, c'est juste que la peinture, elle est partie, quoi. Non, oui et puis, enfin, ça, c'est moi, c'est ça m'a marqué, c'est la première image qu'on a. La cité colorée, c'est la première image qu'on a dans le récit. Voilà et je trouve que c'est un truc qui est super intéressant aujourd'hui quand on s'inspire de l'histoire avec un grand H, j'adore ça. C'est de se dire aussi, on a la chance de vivre dans un monde où on a plein de documentation quand même qui est relativement accessible. En plus, moi je vis en région parisienne, donc il y a des librairies, des bibliothèques, des musées et pour creuser un peu plus que, les préjugés qu'on peut avoir sur telle ou telle période. Aussi par exemple, enfin, même si on va sur internet, sur les réseaux sociaux, il y a plein d'historiens qui font un super boulot de vulgarisation pour, justement un peu renverser les clichés et et je trouve que c'est enfin moi en tout cas ce qui m'intéresse, c'est de partir un peu de tout ça pour mes histoires et pas forcément, des trucs de base, mais parfois un peu limités et maintenant remis en cause qu'on m'a appris quand j'étais en primaire ou en collège, quoi. Donc heu, donc voilà, on est dans un monde qui évolue et avec des connaissances qui évoluent et qui sont quand même, pour certaines, un peu plus accessibles et c'est cool. Oui, non, ça, c'est toujours un plaisir. Hem, j'ai perdu ce que si. Du coup, quand tu es revenu aux premières sources de ce roman, petite question comme ça, j'avais vu dans un autre interview que tu travaillais beaucoup avec des carnets. Combien il t'a fallu Ouais. de carnets pour la dernière fois? Alors, je ne sais plus et je vais être honnête, je tiens pas le compte parce que sinon, mais j'ai des carnets différents selon les enfin, pour chaque roman, j'ai le cahier qui va être vraiment le cahier de base du roman et après j'ai le cahier qui va être plus le cahier de documentation ou documentation sur un point spécifique et aussi dans mon bureau, j'ai des carnets plus généraux et par exemple, j'en ai un où au fil des romans, je fais un peu ma collection de monstres. Ou, quand je vois un truc sympa sur un monstre dans un documentaire ou sur internet ou tout ça ou dans un livre, je vais prendre mon carnet des monstres et je vais noter dessus, des trucs sur le monstre en question, quoi, en fait. Donc c'est un aller-retour un peu entre tous ces carnets, entre il y avait le carnet général du roman, le carnet de doc, le carnet des corrections et réécritures, parce que ça, je prends beaucoup de notes sur les corrections et réécritures que je vais faire et puis donc aussi, j'ai mon carnet des monstres qui, continue de s'enrichir au fil des romans et par moments, bah, avec des monstres, qui ont déjà fait une apparition dans mes histoires et par moments avec, des monstres, juste que j'ai trouvé super cool et intéressants et je sais même pas si je les mettrai dans une histoire un jour, mais c'est cool de savoir qu'ils existent. Ta petite encyclopédie, personnalisée, en fait. Oui, mais c'est disons, j'aime bien aussi par moments, quand, je bah, voilà, quand je voyage, quand je tombe sur un documentaire, heu, que je tombe sur des trucs que j'ai pas forcément prévu de voir, mais et en fait, je tombe sur des trucs super cool et qui peut-être un jour m'inspireront pour quelque chose, peut-être pas, mais en tout cas, je note pour pas l'oublier donc ça, c'est les carnets généraux, enfin, il y a celui des monstres, il y a celui des idées générales, il y a voilà et je me dis par moment, bah, ça va donner quelque chose, par moment, ça donnera rien, mais juste, ça agrandit un peu mon monde intérieur, quoi. Je reviens du coup sur le roman. Tu, heu, te justement sur les monstres, tu les as tu as mis en scène plein de monstres dans la mythologie, mais en même temps, ces monstres, ils sont remis, dans leur contexte, ce qui est pas toujours le cas et donc sur comment ils sont devenus, des monstres. Est-ce que finalement, les monstres, c'est pas aussi pour présenter que c'est pas ceux qu'on le croit? Enfin, Il y a clairement ça, en fait et bah, l'une des choses qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est tout ce qui est roman d'horreur, cinéma d'horreur et tout et justement qui crée des monstres, qui en reprend des anciens, qui en crée des modernes et en même temps, ce que ces monstres disent sur l'humanité aussi, la manière dont ils ont été créés, soit dans les contes, soit, comment dire? Dans l'esprit des gens. Ça dit quelque chose et par exemple, bah, dans mes recherches, je suis tombée sur, Pégase et la chimère. Sur une interprétation qui est que ça aurait été peut-être des vaisseaux ennemis,
des navires ennemis qui se poursuivraient. Leur rivalité était devenue légendaire et aurait donné lieu, donc à carrément, toute une légende où c'était plus des navires normaux, mais c'était devenu carrément des monstres. Et ça, j'ai trouvé que c'était super joli, en fait, comme idée. Et donc bah, justement, j'ai créé ma propre variation là-dessus. Et voilà, donc c'est aussi comment, mine de rien, à partir de, comment dire? De choses très réelles, après, donc l'esprit des hommes crée des légendes, crée des monstres. Et à l'inverse aussi, comment, bah, des gens qui étaient pas forcément du bon côté de la barrière, se sont retrouvés transformés en monstres dans les histoires, mais alors qu'à la base, juste ils étaient différents ou ils étaient, finalement, ils représentaient une partie du monde que d'autres ne voulaient pas voir ou ne voulaient pas vraiment rendre humain. Et donc bah, qu'est-ce quand on veut pas voir que peut-être on a maltraité quelqu'un, de dire: «Ah lui c'est un monstre», c'est une manière facile en fait de lui enlever de l'humanité. Et puis après, bah, il y a aussi comment justement, il y a des gens dont on dit que c'est des monstres et finalement ils sont beaucoup plus humains que certains personnages effectivement humains, quoi. Ça, Mmh. c'est une des bases aussi. Et il y a tout ça en fait qui nourrit les monstres. C'est tout notre imaginaire qui va nourrir les monstres et chaque personne qui reprend un monstre un peu connu et qui fait sa propre variation va amener son vécu, sa façon de voir le monde. Et bah, par exemple, c'est, dans Frankenstein, donc à sa première adaptation au cinéma, le réalisateur, c'est James Whale et il est très marqué par la Première Guerre mondiale, donc parce qu'il l'a vécu en tant que soldat. Donc forcément ça l'a beaucoup marqué, ça l'a traumatisé, enfin comme tous les soldats qui étaient là-bas, quoi. Et donc il vient à Hollywood pour faire des comédies musicales parce que justement il veut quitter tout ça. Et il se retrouve à faire Frankenstein. Et donc Frankenstein à la base, c'est un roman de Mary Shelley et qui parle déjà de plein de choses, de la création de l'humanité et tout. Mais mine de rien, quand James Whale le reprend, ce qu'il va mettre dans son monstre, bah, notamment avec donc la foule qui le suit et tout, déjà, c'est une réflexion sur la déshumanisation parce que lui, il a été dans cette guerre qui a déshumanisé les hommes. Et aussi, mine de rien, James Whale est homosexuel à une époque où à Hollywood, c'est dire que c'est pas accepté, c'est encore un euphémisme. Heu et donc il y a aussi ça dans la solitude du monstre de Frankenstein qui va se retrouver quand il est visible, poursuivi par une foule, donc haineuse et tout. Ah, il y a ça aussi, il y a mine de rien, comment vivre une différence dans un monde qui ne l'accepte pas et ça, voilà. Et à chaque fois, en fait, chaque personne donc là, c'est un monstre qui déjà existe grâce à Mary Shelley qui est une vraiment, voilà, un monstre plus que fondateur. Mais pourquoi le film marche aussi bien aussi, c'est que mine de rien, derrière, il y a un auteur qui va y amener lui sa propre version des choses, sa propre vision des choses et des choses très sincères et très humaines en même temps. Et en fait, derrière chaque monstre, il y a des choses très humaines et très sincères. Et c'est ça qui nous touche Ouais et qu'on peut pas forcément dire, autrement, en tout cas, pas partout. et ça touche aussi dans le roman. Enfin, moi, j'ai trouvé que les scènes, les plus touchantes, c'était toujours, il y avait toujours un «monstre» entre guillemets, pour, les scènes, pour ces scènes-là, que je ne peux pas développer parce que il faut lire le roman pour les découvrir. Voilà, j'essaie ouais, c'est pour ça, en fait, que je parle pas trop des trucs dans le roman parce que j'essaie de pas spoiler, donc c'est pour ça que Il je y a vous pas parle de d'autre chose, mais ça j'espère que ça dit à peu près ça répond aux questions quand même. non, si, ça répond, c'est Et super intéressant, franchement. J'ai une dernière question, sur la dernière Amazon avant que l'on passe, sur l'Arpenteuse de rêve. C'est un donc ton roman, c'est une question d'écriture, s'il est majoritairement écrit à la troisième personne, même s'il y a des interludes et le prologue qui sont à la première personne. Pourquoi, cette alternance, enfin pourquoi cette alternance qui est là, sans être là, puisqu'elle arrive très rarement? Et en même temps, pourquoi ce changement de style? Parce que je trouve que enfin, ou alors c'est juste mon ressenti, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement de style entre les passages, enfin le roman en général et les passages où on passe à la première personne. en fait, j'ai beaucoup hésité entre les 2 parce que j'adore la première personne en young adulte qui nous met vraiment dans la tête d'un personnage, dans ses émotions, où on entend sa voix. Et vraiment, quand j'avais le prologue dans la tête, qu'à la première personne, j'entendais la voix de Lysia et je voulais l'entendre aussi. Mais en même temps, bah, tu parlais d'Odyssée au début et ce que je cherchais, c'était aussi d'avoir quelque part ce souffle des conteurs, donc ce souffle de conteur qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Et finalement, j'ai fait des tests parce que souvent je fais des tests de style beaucoup, là c'était en fait sur les premiers chapitres et j'ai fait des tests avec les premiers chapitres à la première personne, mais pour moi il manquait enfin,
Dans ce cadre-là, ça passait pas. Parce que c'était pas, comment dire? Voilà, il manquait vraiment, enfin, j'étais pas à la place quand je relisais après, j'étais pas à la place de quelqu'un qui écoute un conteur et je voulais nous mettre à cette place-là ou de quelqu'un qui écoute un Aède en Grèce et je voulais nous mettre à cette place-là et donc c'est pour ça qu'au final, j'ai quand même choisi d'écrire l'essentiel du roman à la troisième personne et ce qui est drôle, c'est que pour l'Arpenteuse de rêve, je pense que ça fait une transition si on en parle après, Oui. c'est que l'Arpenteuse de rêve, j'avais commencé à l'écrire à la troisième personne et j'avais même écrit, je crois les 2 tiers à la troisième personne. Et après, pour plein de raisons, je quitte la région parisienne, je me retrouve chez ma tante dans le sud-ouest, bord d'une colline, c'est l'automne, il y a une lumière incroyable, c'est la colline où j'ai passé plein de temps quand j'étais môme et tout, et puis ado, à grimper sur cette colline dans cette lumière incroyable. Et là, tout à coup, je remets tout en question et je dis non, mais en fait, je veux transmettre un peu de cette magie qu'il y a là dans les collines, au bord du fleuve et tout. Et, et en fait, il faut que je sois vraiment avec l'héroïne là pour le coup, pour transmettre ça. Et il faut que je sois avec elle aussi dans toutes ses épreuves et tout, dans l'Arpenteuse de rêve. Et donc là, j'ai jeté à la poubelle à peu près tout ce que j'avais écrit de l'Arpenteuse de rêve. Et j'ai complètement réécrit le roman. Et voilà. Mais j'ai tenu mes deadlines, donc je n'ai pas fait peur à mes éditeurs. Et non, parce que j'étais super inspirée en fait. Et c'était tellement évident. Je crois que j'ai fait un peu peur à mon bêta lecteur. Mais il a l'habitude d'avoir peur avec moi. Jérôme, si tu écoutes, merci. Désolée de te torturer. Et voilà. Et là, c'est pareil. En fait, à un moment, je travaille beaucoup les premiers chapitres pour trouver le ton juste du texte. Et j'ai l'impression, c'est comme en musique, en fait. Il y a un moment, un musicien, il sait quand ça sonne juste. Et, et je pense qu'il y a un moment, on cherche, et parfois on trouve, oui, ça y est, là, ça sonne juste. C'est comme ça qu'on doit écrire le livre. Et voilà. Et là, vraiment, bah, quand je suis repartie à la troisième personne, vraiment sur Lysia, ou à la première personne pour l'Arpenteuse de rêve, je me suis dit, oui, là, ok, ça sonne juste. Mais je voulais quand même qu'on écoute aussi un peu la voix de Lysia, donc c'est pour ça qu'il y a des petits intermèdes avec sa voix à elle. Bah, merci beaucoup, tu as fait une excellente transition. Je vais quand même revenir un peu sur, le résumé de L'Arpenteuse de rêve, donc et puis je vais changer aussi de livre, voilà. Donc, L'Arpenteuse de rêve, on suit, Miri, qui est une arpenteuse, elle a le pouvoir de s'immiscer dans les rêves des autres, mais ce pouvoir, c'est aussi une malédiction. Je veux pas dire pourquoi, parce que moi j'étais triste de l'apprendre. Donc même si c'est le premier chapitre, vous allez savoir vite. Elle est dans le royaume de Clarène et en fait, et elle habite dans la ville basse. Et elle veut échapper à son destin, mais on peut pas vraiment échapper à son destin. Voilà. Je disais que tu avais fait une très bonne transition parce que ma question c'était, toujours dans une autre enfin, c'était l'interview du salon du livre et de la presse jeunesse. Justement, tu avais parlé de cette inspiration, chez ta tante, pour l'Arpenteuse de rêve et en fait, je me deman enfin, de quelle manière, même si tu t'inspires de tout, mais est-ce qu'il y a, un élément qui va te marquer pour une histoire, comme, enfin là, c'était quand tu es allée chez ta tante, mais est-ce que, ou un voyage et tu te dis: «Ah bah ç» ou alors ça va me créer une histoire plus tard? Est-ce qu'il y a des moments comme ça marquants dans la Il y a vie? des moments marquants, certains, je sais tout de suite. D'autres, je sais pas forcément, c'est plus tard que je m'en rends compte et d'autres, je sais que c'est un moment marquant, mais je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais bah, par exemple, pour, l'Arpenteuse de rêve aussi, il y a des fantômes qui reviennent et autour d'eux, il y a une épidémie de cauchemars et en fait, donc sans trop spoiler, ces fantômes ont un lien avec la pollution au bord du fleuve parce que donc c'est des grands ateliers qui s'étendent au bord du fleuve, qui polluent complètement la nature. Il y a une forêt autrefois, mais elle a été détruite. Donc c'est l'homme qui détruit la nature pour le profit aussi. Enfin, surtout pour le profit de ceux qui vivent dans la ville haute, et c'est la ville basse qui est en train de payer les pots cassés. Même si évidemment l'infestation de fantômes va pas forcément s'arrêter là. Et ça, par contre, c'est venu donc d'un autre, complètement d'un autre projet. C'était pour une anthologie qui s'appelle Nos Futurs, qu'on faisait avec des chercheurs Mmh. du GIEC aux éditions ActuSF. Il y avait un chercheur qui nous parlait de la possible fonte du permafrost, donc les terres gelées tout au nord, et comment ça pouvait relâcher des virus et des maladies qui avaient disparu normalement de la planète depuis super longtemps et qui n'existaient plus que sous ces terres gelées, mais comme c'était gelé, c'était bon, quoi, c'était recouvert. Et ça m'avait vraiment marqué et aussi ce que ça symbolise en fait. C'est que quand vraiment on détruit la planète, ben, on peut donc relâcher
des mots sur l'humanité, dont on sait pourtant qu'ils sont là, on sait qu'il faut pas le faire et quand même, il y a les puissants qui ne vont jamais stopper ça, quoi. Et quelque part, ces mots anciens qui reviennent avec la pollution du monde. Et c'est vrai que c'était aussi une des bases de l'Arpenteuse de rêve, c'est vraiment parti de là. Après, j'avais aussi envie d'écrire un roman sur les rêves depuis super longtemps et de gens qui passent dans les rêves des autres. Un roman où il y a plusieurs mondes un peu encapsulés en un. Donc là, il y a le monde de Clarène, le monde des rêves de Miri, qui est aussi un monde de légende, et par moments aussi les rêves de d'autres personnes. Donc surtout une que je vous laisse voir. Enfin voilà, et j'aime beaucoup quand il y a des mondes dans les mondes et tout. Donc ça j'adore, et j'avais vraiment envie de faire un roman avec ça. Donc Des voilà, les inspirations, elles sont diverses. des espèces de mondes imbriqués. Ouais, Et voilà, j'adore les mondes imbriqués. et justement, du coup, donc tu créé Clarène, et cet univers, comment tu t'y prends quand tu dois construire un monde, heu, enfin, pas une méthodologie, mais est-ce qu'il y a un élément par lequel tu commences ou tu y vas, selon ton histoire? Ça dépend vraiment des histoires. Et quand je crée un monde déjà, quand même il a souvent, ah non, il a toujours en fait des inspirations du monde réel. Donc par exemple, Les Seigneurs de Bohême qui est un grand roman de fantasy, grand au sens, il fait 1 000 000 de signes et puis après j'en ai écrit un deuxième parce qu'on m'a demandé. Heu, donc là, c'est vraiment une création de monde, mais par exemple, c'est beaucoup inspiré de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est et par exemple aussi pour certains des paysages et des lieux vraiment importants d'un voyage en Pologne. Où à l'époque, voilà, enfin j'allais en Pologne, je savais pas du tout que des années plus tard, j'allais en tirer un roman de fantasy, hein. Et c'est ça que c'est pour ça, je dis par moment aussi, il y a des choses, je sais pas sur le moment que ça va me servir à ce point. Mais, mais donc oui, d'un côté, bah, je rassemble toutes ces images, toutes ces inspirations, je sais aussi à peu près dans quel univers, quel, comment dire, quel système de gouvernement, et cetera, voilà, il va y avoir. Et j'essaye de connaître mon monde aussi au-delà de l'histoire, parce que ça se sent quand on connaît son monde, au-delà de simplement ce qu'on met dans l'histoire et dans le roman. Et ça permet aussi, après, quand on réécrit son histoire ou qu'on travaille son synopsis, d'être beaucoup plus libre, parce qu'on n'est pas limité au petit chemin pour notre héros qu'on a bossé, quoi. Mais quelque chose qui est parfois oublié en world building et qui pour moi est aussi important, c'est je me demande toujours quelle va être la résonance symbolique des éléments que je mets dans mon monde. Et que la symbolique des différents éléments de mon monde, elle soit cohérente et elle crée quelque chose. Je veux dire, c'est pas juste je veux créer un monde qui soit cohérent géographiquement, politiquement, économiquement. C'est aussi vraiment, voilà, il y a cette couche symbolique qui est importante et donc tout ce qui se passe dans Clarène, ça crée aussi cette couche symbolique et il y a plein de symboliques imbriquées dans ce monde et ça, c'est aussi important finalement que le côté très concret et je trouve si on a que le côté très concret du monde, oui, OK, les lecteurs vont dire: «Ouais, super, c'est concret, ça fonctionne». Mais il va manquer peut-être une dose d'émotion et plus on a de couches, en fait, dans un monde, plus on a de couches dans sa construction. Je pense que vraiment, les lecteurs le ressentent et en tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à créer. Et puis c'est plus intéressant aussi à lire et à se projeter enfin oui, ça se sent de toute façon forcément si le monde, s'étend au-delà, c'est tellement sous-entendu. On peut pas tout mettre dans un roman, mais Voilà et mine de rien aussi après, même si on bosse la cohérence en amont du monde et la cohérence des mythes, des légendes de ce monde en amont, faut toujours aussi, bah, surtout moi, mes histoires changent quand même quand je les écris. Parce que je laisse mes personnages me guider, parce qu'à un moment, l'écriture va m'amener ailleurs. Donc je suis tout le temps aussi en train de retravailler et revoir, donc la cohérence du monde et là, notamment pour les petits points de cohérence, Guilain, qui est mon éditeur Sirajo, il est super bon pour les petits points de cohérence des mondes de fantasy. Ça fait partie de ses nombreuses qualités. dans l'Arpenteuse de rêve, donc on a des grosses thématiques, que tu as déjà abordées, enfin déjà le rêve, la nature, mais moi aussi une thématique que j'ai trouvée, hyper importante et centrale, c'est la famille. Parce que finalement, c'est un roman qui tourne autour, des relations, heu est-ce qu'il y avait enfin, pourquoi mettre autant, ce questionnement autour de la famille, dans ce roman? Ah parce que, disons, c'est aussi comment trouver sa place et donc ici, Miri, sans trop spoiler, elle a perdu sa famille, biologique et
elle veut plus trop, en fait, se lier. Elle se dit que quand même, elle avance toute seule, elle veut pas mettre des gens en danger pour elle. Mais en même temps, elle sait recréer, beaucoup grâce à une rencontre, donc avec Colombe, qui est la jardinière, qui est une jeune jardinière qui essaye de faire pousser des plantes et qui arrive à faire pousser des plantes dans la ville basse alors qu'il y a quasiment rien qui pousse. Et quelque part, Colombe lui a un peu donné ce premier lien humain et après elle s'est recréée une famille avec des gens qui sont des exclus, des marginaux comme elle. Et finalement, elle va se rendre compte que, bah, même si elle veut vraiment avancer toute seule, mais pour les préserver en fait, elle va avoir besoin d'eux. Et elle c'est l'idée que mine de rien, on avance mieux aussi ensemble que tout seul et que c'est ça aussi qui est important, la solidarité, les liens entre les gens. Et moi, ce que je vois, par exemple, ben, j'ai la chance dans ma vie donc d'avoir un entourage qui me soutient beaucoup et mine de rien, c'est ça aussi, je pense, qui me permet, voilà, notamment d'arriver à vivre de l'écriture en relativement peu de temps, alors que c'est hyper difficile, par exemple, de nos jours en France, quoi. Et bon, après, j'ai une part de chance aussi. Mais mine de rien, voilà, avoir un entourage qui nous soutient, ça fait vraiment partie de cette chance. Où je vois aussi, on est un petit groupe d'écriture assez informel, mais à pas mal se soutenir les uns les autres autour de moi. Et je vois que ça nous aide, en fait, aussi. Et ça nous permet de mieux avancer en écriture. Et puis, c'est plus cool aussi dans la vie. Et c'est cette idée de dire qu'à la fois, bah, c'est les liens entre les gens qui nous construisent. Et que la famille, ça s'arrête pas forcément à la famille biologique qu'on peut avoir plus ou moins, avec qui on peut plus ou moins s'entendre, et cetera, qui peut plus ou moins nous soutenir, mais qu'on peut aussi créer ou étendre sa famille, donc avec des liens d'amitié super forts et qui finalement sont aussi importants. Et voilà, et puis encore une fois, c'est cette conviction qu'on est dans un monde où beaucoup de gens veulent nous pousser à l'individualisme alors que, là, c'est un monde solidaire, et un monde, où l'amitié c'est important, où les liens entre les gens sont importants. Moi, c'est un monde qui me fait plus rêver, mine de rien. Et je pense que c'est un monde qui est beaucoup plus souhaitable et désirable aussi, donc c'est de ça que je parle dans mes livres. Et puis, l'homme est une créature sociale, donc Oui, sans, et surtout moi. C'est je voilà, enfin, il paraît que les auteurs, c'est des gros solitaires, c'est pas hyper mon cas quand même. je vais parler, des 2 romans, enfin les questions, vont être sur les 2 romans, mais je vais remettre la dernière Amazon comme c'est la dernière sortie. Hem, Dans les 2 cas, on a un roman qui est, politique à fond, qui est vachement politique, elles sont engagées, un peu, contre leur gré ou, dans des embrouillamini, j'ai envie de dire, politiques. Est-ce que, est-ce que la politique, c'était ton envie de les faire aller dedans ou est-ce qu'elle est venue là pour servir l'intrigue? Je sais pas si je suis très claire dans ma question. Si, si, bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que, mes romans, encore une fois, bien sûr, ils parlent de monde imaginaire avec tout ce que j'aime dedans, qui fait rêver et tout et j'adore, voilà, faire voyager mes lecteurs dans d'autres mondes, en Grèce antique. Mais mine de rien, bah, déjà dans tous ces mondes, il y a, bah, voilà, il y a une société, il y a du politique, de toute manière, ça fait partie du monde aussi, il y a ces enjeux-là. Et puis, surtout en young adulte, les choses que j'aime beaucoup, c'est que mine de rien, à la fois, on fait de vrais romans d'évasion, mais en même temps, on parle du monde dans lequel on vit. Et on vit dans un monde où, les enjeux politiques, ils sont super cruciaux. Enfin, voilà, je veux dire, au moment où on est en train d'enregistrer ça, il fait 29 degrés à Paris, mi-octobre. Mmh. Voilà, ça, c'est un enjeu crucial, quoi, je veux dire, pour nous, partout. On est dans un monde où, mine de rien, bah, la place des minorités dans plein de coins du monde est de plus en plus difficile et dans beaucoup de coins du monde, cette minorité, c'est juste être une femme, quoi, déjà. Donc voilà, on est dans un monde qui s'est beaucoup durci et le young adulte, ça s'adresse à tous les lecteurs, mais notamment et en premier lieu à des ados et à des jeunes qui grandissent et qui vont vivre leur vie dans ce monde hyper difficile. Et je veux dire qu'ils vivent dans un monde qui est beaucoup plus sombre que celui que moi j'ai connu quand j'avais leur âge, quoi. Même s'il y a des choses maintenant qui sont dites plus ouvertement, des combats qui avancent, mais il y a aussi tellement, tellement de régression, enfin. Dire quand on voit ce qui se passe aux États-Unis sur la censure des livres, sur l'avortement, c'est des choses qui sont mais enfin, on me l'aurait dit quand j'avais 14-15 ans que ça allait arriver aux États-Unis, j'y aurais pas cru, quoi. Et pourtant, c'est en train d'arriver aux États-Unis et en France, la situation, enfin pareil, c'est de plus en plus difficile pour plein de choses, quoi. Donc de toute manière, je m'adresse à des lecteurs qui vivent dans ce monde-là et je peux pas voilà, j'aurais du mal à peindre des mondes où tout ça n'existe pas parce que ça fait partie de la vie,
Et voilà, de dire oui, ça existe, mais on peut se battre, mais il y a de l'espoir, c'est peut-être aussi ce que j'ai envie de dire dans mes livres. Je repars sur une question, sur l'arpenteuse, dans le chat. Quand on parle de voyage dans des rêves, je pense toujours aux jeux vidéo, Psychonauts. Est-ce que c'est une référence que tu avais ou et j'ai pas la fin de la question, attends. Ou pas. Ou qu'on a abordé avec toi dans la construction de ton roman? Et ben alors, je dois reconnaître que c'est la première fois que j'entends parler de ce jeu vidéo. Après, il faut que je sois tout à fait honnête, écrire et a fortiori, enfin, écrire prend énormément de temps. C'est hyper chronophage. Donc, c'est vrai que je jouais pas mal aux jeux vidéo à une époque. Maintenant, j'arrive toujours à trouver un petit peu le temps de ça, de là, à jouer à des jeux vidéo, mais c'est beaucoup, beaucoup plus rare. Donc, je sais que j'ai loupé plein de choses. Et donc, non, je connaissais pas du tout, mais je vais me renseigner justement parce que ça m'intéresse. Voilà, mais c'est. Par contre, c'est pas sur la mythologie grecque, mais sur d'autres mythologies et la manière de montrer un personnage en train de les vivre. Alors, c'est pas tant une source d'inspiration qu'un jeu vidéo que j'ai trouvé super marquant là-dessus, c'est Senua Sacrifice, avec en plus une super héroïne. Et donc, voilà, enfin, s'il y a des gamers qui l'ont pas encore essayé dans l'audience, je vous conseille vraiment. Alors moi je Avec une guerrière picte. oh ça a l'air intéressant. Hem, je reprends, les on a bientôt fini de toute façon. Je retourne sur les 2 romans. Dans les 2 cas, on a 2 héroïnes, que tu as mis en bas de l'échelle sociale, puisque Lysia, enfin, elle démarre dans le Pirée. Hem, Myrie, elle démarre, dans la ville basse. Pourquoi vouloir les faire démarrer, du plus bas? Euh, En fait, c- c'est bon, on m'entend parce qu'il y a une sorte de bruit. Oui, non, c'est bon. Ok. En fait, ce qu'il y a, c'est que mine de rien, l'une des choses qu'on voit beaucoup en fantasy, et notamment dans les dernières générations de fantasy, à la Game of Thrones et tout ça, on est beaucoup du côté des puissants. On est beaucoup du côté des rois, des empereurs, et c'est comme si avec eux qui pouvaient changer les choses. Et voilà, enfin, de la fantasy avec des princes, des princesses, etc., il y en a plein. Je dis pas que. Voilà, enfin, par moments, j'écris aussi des princesses où il y a des gens puissants dans mes histoires. Ben là, ne serait-ce que. Donc, il y a les fils de Thésée, quand même, dont l'un règne sur Athènes, dans les persos secondaires, dans la dernière Amazon, donc ils sont ouais, assez puissants quand même. Mais c'est pas sur eux que j'ai envie de mettre le projecteur. Parce que justement, même dans la vraie vie, le projecteur, il est trop souvent mis que sur les puissants, que sur, enfin, on entend parler des princes, des rois, des reines, parfois beaucoup plus que de combats qui nous concernent nous au quotidien, en fait. Et l'une des choses que j'adore en histoire, avec un grand H, c'est justement d'apprendre l'histoire des peuples, des gens qui ont changé les choses, alors qu'ils n'étaient pas forcément à la bonne place pour ça, en fait, et qui sont battus quand même. Et je trouve aussi que de nos jours, à force de montrer que l'histoire des puissants, des riches, voilà, des gens célèbres, etc., ça peut créer un sentiment d'impuissance et de se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire finalement? Et ce que je vois aussi, par exemple, bah, je veux dire, moi, je suis fille de prof de physique et très souvent, bah, quand je disais, moi, plus tard dans la vie, je veux raconter des histoires, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue, même s'ils ne savaient pas trop où j'allais aller. Ils m'ont dit, en gros, tant que tu bosses, tu vas y arriver. Bon, aussi, ils ont un petit côté utopiste, hein, surtout mon père, mais c'est cool. Mais très souvent, le monde me disait autour, mais en gros, t'es fille de prof de physique, d'où tu veux faire du théâtre, quoi, en fait. C'est pas fait pour toi. Et voilà, ou c'est ce que j'entends aussi, on dit, non, mais ça, c'est pas fait pour toi. Et je vois des jeunes auteurs qui, limite, pour certains, croient même pas qu'ils peuvent avoir un éditeur ou voilà, et qui vont se tourner vers l'auto-édition par défaut. Il y a plein de dans l'auto-édition, et ça peut être super cool pour plein de projets, mais juste pour certains, c'est un choix par défaut. Ils vont pas oser aller démarcher des éditeurs qui les font rêver parce qu'ils se disent, de toute manière, c'est pas fait pour moi, en fait. Et quelque part, de mettre en personnage principal, donc une héroïne qui a pas forcément tout de son côté au départ, au contraire, c'est aussi ma manière de dire ça. C'est ma manière de dire, même si vous venez pas forcément du coin le plus privilégié du monde, si vous avez une histoire à raconter, si vous avez une passion, si vous avez quelque chose à faire vivre, évidemment, vivre de l'écriture aujourd'hui en France, c'est super dur et il y a une trop grande part de chance pour que je vous dise, faites comme ça et forcément ça va marcher parce que personne ne peut le garantir. Et moi, pour l'instant, c'est possible, mais je ne sais pas si ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, quoi.
Mais par contre, de dire au moins, publier un roman, faire une pièce de théâtre, au moins vous pouvez essayer. Et vous interdisez pas d'essayer parce qu'on vous a dit que c'était pas fait pour vous. Oui, alors après, faites attention à assurer vos arrières économiquement, hein, bien sûr. Mais voilà, vous pouvez essayer de faire des choses. Vous pouvez tenter de faire des choses. Vous n'êtes pas obligé de réduire vos ambitions à la base. Soyez raisonnable, mais que ça vous empêche pas aussi de tenter des trucs. Et, et voilà, et je veux dire, le nombre, même après, donc, bah, je me souviens quand j'ai fait mes tout premiers cours de théâtre sur Paris et je savais pas du tout où aller. Donc, il y a une prof qui, elle, était née, prof de théâtre, qui était née, elle, dans un milieu culturel hyper privilégié et qui m'avait dit, en gros, de toute manière, toi, c'est pas la peine que tu t'acharnes, tu feras jamais rien. Et puis, quelques années après, un peu par hasard, donc je me retrouve à la FEMIS, grande école, la grande école de cinéma parisien, accessible sur un concours super dur, mais j'avais pas trop idée, en fait, de la difficulté du concours, donc je suis un peu allée, je pense avec une confiance en moi bizarre. Bon bref, je suis prise et là, je retrouve la même personne, mais qui cette fois me voit être, dans, le tout petit groupe de gens acceptés à la FEMIS et tout et puis là, c'est tout à coup: «Oh mais Estelle, j'ai toujours cru en toi, je savais toujours que tu allais y arriver», tout ça. Alors qu'elle m'avait cassé comme c'est pas permis, juste quelques années plus tôt, quoi. Et voilà, et là, tout à coup, ben, parce que j'avais réussi à entrer à la FEMIS, super, elle croyait en moi, sauf que j'avais pas radicalement changé, j'étais toujours la même personne, simplement, voilà, simplement, je m'étais pas laissée casser, quoi. Oui, donc Et c'est un peu ça que j'ai envie de montrer aussi parce que voilà, je pense que c'est pour dire, oui, c'est des héroïnes qui ont des parcours super difficiles pour le coup, parce que je veux pas nier les difficultés de l'existence, mais qui ont de l'espoir et qui arrivent à avancer. il faut tenir tête à l'existence. Mmh. En tout cas, voilà, faut pas se laisser casser d'emblée. J'ai une question du chat. Quel est, le livre que tu as préféré écrire? Ah, alors ça, franchement, c'est une question, c'est super dur à répondre, parce que le livre que je préfère écrire, c'est souvent celui que je suis en train d'écrire parce que je suis dedans. Et sinon, tous mes livres, en fait, sont des expériences d'écriture différentes. Et j'ai adoré écrire L'Arpenteuse de rêve parce que vraiment, ça m'a reconnectée avec en fait, toute une part de merveilleux. Vraiment, de mon enfance, de mon adolescence, donc de cette lumière dans les collines et tout, et des choses qui me faisaient rêver quand j'étais toute môme et toute jeune ado et que j'avais un petit peu oublié. Parce que pour plein de raisons, bah, la vie, tout ça, c'est quand je suis retournée, donc côté de Cahors pour écrire L'Arpenteuse, ça faisait des années que j'avais pas pu y aller, sauf pour des circonstances familiales un peu dures. Et donc j'avais oublié à quel point, ce monde pouvait être beau aussi et c'est aussi ça, voilà que j'ai adoré mettre dans L'Arpenteuse, de dire: «Malgré toutes les difficultés, il y a des choses qui peuvent être tellement belles dans ce monde» et j'ai adoré l'écrire pour ça. Pour la dernière Amazone, ben, voilà, enfin ce grand voyage en mythologie grecque et tout et franchement, ça faisait des années que j'avais envie de parler de mythologie grecque parce que c'est tellement en plus l'une des bases de ce qui m'a marquée dans mon enfance, notamment, ben, beaucoup donc grâce à mes parents, grâce à ces voyages en Grèce, grâce à tout ça et je pense que j'osais pas y aller et c'est vraiment une discussion avec, Muriel, donc qui est la boss de Rajo, qui voilà et qui m'a un peu poussée à aller, vers ces rivages-là et elle a eu totalement raison et tout et on a beaucoup discuté de ce que moi je pourrais faire avec la mythologie grecque et donc merci Muriel et finalement oui, une fois que j'ai été lancée, mais j'avais tellement tout à coup quoi, les idées qui fusaient de partout et tout, j'adorais tellement écrire cette histoire, j'ai adoré écrire cette histoire et c'était absolument génial de voilà, de vraiment voyager non seulement en Grèce, mais en plus dans cette Grèce mythique, qui est inaccessible dans la vraie vie, mais où je pouvais voyager dans l'écriture et voilà et voilà, de jouer et de donner une place à toutes ces grandes figures et tout et c'était juste extra d'écrire ça quoi et donc à chaque fois en fait, à chaque roman de toute manière je pense que enfin, moi quand j'écris un roman, j'ai besoin d'avoir un lien fort avec. J'ai besoin d'avoir ça, j'ai besoin de savoir pourquoi je veux l'écrire. Ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et je pense que si j'ai pas un lien fort, une envie forte de l'écrire, peut-être déjà que le lecteur va le sentir et j'ai pas envie d'envoyer ça au lecteur parce que mine de rien, ben, pour vous les lecteurs, on vous demande de prendre du temps, de prendre, de l'argent aussi quand vous achetez le livre et tout pour se plonger dans notre histoire donc si moi j'ai pas une vraie raison de l'écrire, quelle raison vous allez avoir de la lire en fait? C'est un peu ma question et et oui. Disons, encore une fois, c'est un métier
j'ai la chance que ce soit mon métier, que ça me corresponde pour plein de raisons. Mais je sais aussi que c'est un métier qui est super exigeant, qui est super incertain. Voilà, qui est pas super bien payé, qui est très chronophage, qui oblige à avoir une vie un peu bizarre. Enfin, voilà, je sais qu'il y a des anniversaires que je loupe, je sais que, voilà, j'ai pas beaucoup de vacances, tout genre de trucs. Donc il y a aussi forcément des inconvénients et tout. Donc si j'aime pas écrire, ça vaut pas la peine, en fait. Et si j'ai plus cette flamme-là à chaque roman, et qu'elle soit à chaque roman différente, parce que j'ai pas envie d'écrire tout le temps le même livre aussi. De toute manière, si je me présentais devant vous en disant: «Tiens, voilà la 216e version du livre que j'ai écrit déjà 215 fois», je sais pas, enfin, Oui, forcément. moi, j'oserais pas le faire. Et après, il y a des auteurs qui creusent un univers toute leur vie et sont hyper doués pour ça, mais il y a aussi tellement d'univers différents que j'ai envie d'explorer. Et voilà, et chaque roman, quelque part, c'est une nouvelle aventure. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a toujours cette flamme qui me pousse, en fait. Et qui fait que, disons, une question que me posent certains de mes amis, surtout ceux qui écrivent pas, c'est bah, justement, c'est ce que me demandait donc mon ami d'enfance, mon meilleur ami d'enfance l'été dernier. Quand on s'est recroisés, on habite en région parisienne tous les deux, et comme on a des vies super différentes, on arrive à se recroiser que dans le coin de Charente-Maritime où on a passé beaucoup, beaucoup de nos vacances d'été et où on se retrouve encore. Et il me demandait: «Mais est-ce qu'à force d'écrire autant, t'as pas une lassitude, en fait?» Et je sais que c'est des métiers où on peut très facilement frôler le burn-out, mais aussi pour plein de raisons, parce qu'il y a une énorme charge administrative et tout. Mais en tout cas, dans l'écriture même, pour l'instant, j'ai cette chance que plus j'écris, plus j'adore écrire. Et c'est peut-être parce que, voilà, chaque roman est unique et je pourrais pas dire lequel j'ai préféré écrire parce que j'aime tous les écrire à fond, chacun à leur manière. Bah, c'est et nous, on est très heureux de les lire à fond. Si. J'ai 2 petites questions pour terminer. La première, c'est, est-ce que tu as, un mood, une boisson, à nous conseiller pour, lire, bah, ces 2 romans? Alors en fait, disons, alors pour L'Arpenteuse de rêves, je l'ai beaucoup écrit avec, donc des thés, notamment, du thé vert à la myrtille. Donc je sais pas si ça correspond. Et un rooibos, donc avec un petit goût de chocolat et tout, qui faisait un peu thé d'automne et tout. Enfin voilà, donc ça j'avais bien aimé. Après je sais pas si ça correspond. Et pour la dernière Amazon, par contre, ce que j'ai fait, alors c'est hyper cliché, mais c'est vrai, c'est pas tant une boisson en fait, là pour le coup qui m'a portée, parce que bon, je bois toujours des boissons chaudes et trop de café. Donc je vais pas vous dire buvez trop de café en lisant mes livres, surtout que là c'est moins dans l'ambiance. Mais par contre, c'est très bête. Mais en fait, oui, je me faisais des petits repas grecs et tout, donc je mangeais des figues aussi pour accompagner l'écriture, et en plus, bah, la dernière Amazon, je l'ai beaucoup écrit donc dans la maison de mes parents, Charente-Maritime. Et notamment, ben, comme donc ma mère et mon père, mais surtout ma mère, aiment beaucoup la Grèce. Dans le jardin, ils ont planté 2 figuiers qui leur rappellent justement donc leur voyage en Grèce. Et il se trouve que donc sur la fin de l'écriture, j'avais des figues à disposition, mais autant que je voulais. J'avais qu'à aller les cueillir dehors, c'était génial. Donc voilà, peut-être manger des figues fraîches en même temps si vous en avez sous la main. Et du coup, alors, enfin, on en avait déjà parlé au début, mais question d'Instagram, on m'a demandé où en était le projet maritime. Je l'ai presque terminé, je le jure. Non, là vraiment, il faut que je le termine. Je pense le terminer grosso modo ce mois-ci. Je suis vraiment dans la toute fin. Et puis de toute manière, après, je vais repartir sur une autre écriture dans un autre univers, mais là, ouais, je suis à peu près sur la fin. Je le jure. Et le projet maritime, du coup, ce sera le prochain a priori? Non, Ou pas forcément, parce que là, en fait, pour une fois, normalement, tous mes romans quasi, je signe sur Synopsis avec un éditeur qui l'attend. Alors que là, le projet maritime, comme c'est une grosse écriture que j'ai depuis enfin voilà, bientôt 15 ans, je voulais d'abord finir de l'écrire avant d'aller vers des éditeurs avec. Donc il n'est pas encore inclus dans un planning de maison d'édition. Et en plus, comme c'est un roman adulte, ça mettra plus de temps. Donc, je pense pas que ça soit le prochain qui sortira. Parce que déjà, je vais commencer, en gros, en novembre, quand j'aurai fini de l'écrire, je vais commencer un peu à voir, donc, il y a des éditeurs qui l'attendent, mais à voir un peu comment ça leur parle, voilà, où est-ce qu'ils le verraient aller. Donc là, comme c'est vraiment mon projet au long cours, j'ai pas voulu bah, donner une deadline que je savais que j'allais pas respecter. Parce que mmh, j'aime beaucoup travailler avec des deadlines, mais quand je sais que je peux les respecter. Et là, notamment, comme je me suis aperçue encore que ben,
Ce projet aurait pas été complet, par exemple, si j'étais pas allée sur l'océan Indien, où il y a des scènes de tempête que je trouvais vraiment pas et donc je suis allée naviguer sur un vrai 3 mâts pour les trouver et tout ça, c'est des choses que j'aurais pas pu faire, en fait, si j'avais une deadline un peu stricte et Mmh. heu et donc là, je me suis dit: «Pour donner à ce projet l'ampleur qu'il doit avoir, je peux pas le faire s'il a une deadline». Mais donc ça m'a permis vraiment de faire tout ce qu'il fallait. Mais l'envers de la médaille, c'est que, bah, je sais que là, il est pas déjà inclus dans un planning d'édition qui fait qu'il sortirait, en 2024. Après, donc il y a le prochain projet que je suis en train d'écrire pour Rajo, dont je ne peux pas pour l'instant vous parler, mais qui est dans un univers dans lequel je suis jamais allée et qui est un projet parfait pour écrire, en novembre et puis en hiver. Donc Et ben, voilà, j'aime bien aussi, on a hâte de le découvrir en tout cas. voilà, Heu, donc vous en saurez plus un jour. Dans pas trop longtemps, j'espère. Est-ce qu'il y a une dernière question du chat ou est-ce qu'on s'arrête là? En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'était vraiment Ben, hyper merci à toi intéressant. pour les questions, parce que c'était très cool. Ah bah, tant mieux. Je suis très heureuse que les questions s'étaient plu. Puis finalement, on a pu faire, tout ce que j'avais prévu. J'ai pas eu besoin de tout poser, comme je l'avais prévu également. C'est là qu'on voit que c'est bien organisé. Non, franchement, c'était cool et puis ouais, il y avait une chouette progression dans l'interview. Merci. Bah, merci à toi. On me dit merci dans le chat. Alors je suis désolée, Merci au hein. chat. Vu qu'on était vraiment pris dans la discussion, j'ai pas trop osé interrompre, mais bonsoir à Ray, qui nous a dit également qu'il connaissait, enfin que le jeu Senua's Sacrifice dont tu as parlé était vraiment bien Ouais, je suis d'accord. donc oui, que des merci. C'était super, merci Estelle pour ton témoignage et merci Estelle, c'était passionnant. Merci, c'était vraiment super, voilà. Bah, merci beaucoup à tout le chat, vous êtes super cool et puis merci beaucoup pour l'interview. Donc moi, petit mot de la fin, on se retrouve le 22 octobre à 14h15, je pense, pour les réglages techniques, avec Clément de Ruyter. Donc si vous aimez le jeu de rôle, les donjons et les chatons, venez nous voir. Voilà. Et, heu, et puis c'est tout. Et on se retrouve bientôt. Et la rediffusion devrait être postée dans pas trop longtemps. Donc de toute façon, on communiquera dessus comme on communique toujours. Voilà. Et pareil, je ferai tourner aussi, voilà. Bah, merci beaucoup.